Bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, bienvenue dans cette nouvelle émission. Et dans cette émission, en fait je suis pas là. J'ai envie de te le dire. En vrai, quand tu vas écouter cette émission, je serai pas là. Je serai ailleurs. Et donc voilà, je voulais que tu saches, c'est une émission un petit peu en décalé. Cette semaine, je suis absent normalement des réseaux façon de parler. Je serai présent, mais je ne serai pas physiquement là où je suis d'habitude. Sache que si tu veux me retrouver, eh bien, tu peux aller sur immobiliercompagnie.com. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Et si tu t'inscris, fais attention parce que tu as un bon d'achat de 300 € qui est valable 7 jours. Mais ne t'inscris pas si tu ne veux pas profiter de l'opération parce que malheureusement, je ne peux pas te le redonner. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com toujours. Dans l'onglet livres, il y a les livres. Et dans l'onglet coaching, il y a des coachings. Tu prends un coaching et en général, tu as du travail pour 8 mois. Ouais, je sais, 8 mois, ça peut paraître long. C'est pourtant la réalité. Voilà. Bon, ceci étant dit, c'était l'usage. Aujourd'hui, c'est une petite émission sur essentiellement la partie état d'esprit. Je pense que ça va être assez intéressant pour toi parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire. Je pense qu'on va pouvoir profiter à juste titre de conseils intéressants, certains que tu connais déjà, certains qui fait toujours bon de se rappeler à notre bon souvenir, et d'autres qu'on va découvrir ensemble. Sans plus de transition, Patrick Magnéto. Pourquoi la plupart des gens sont-ils pauvres? Et comment pouvez-vous devenir riche? L'une des stratégies les plus simples pour acquérir de la richesse est d'apprendre des personnes qui l'ont déjà fait. Alors ça paraît simple, mais pourtant on ne le fait tellement pas tout autant que nous sommes. On a tellement l'habitude de vouloir avancer par nous-mêmes. Et en plus, il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité de dire « Non, mais j'ai pas besoin d'aide, je ne veux pas payer ce service pour avancer. » Alors que la valeur d'un bon conseil d'une personne qui a de l'avance sur un objectif que tu convoites, c'est de loin, mais alors de loin, la meilleure chose que tu feras dans ta vie. Et crois-moi, je suis bien placé pour le savoir, c'est compliqué à des moments de trouver cette personne à laquelle on fait suffisamment confiance pour se dire « Allez, c'est avec elle que je vais travailler. » Mais je te conseille quand même de fonctionner comme ça, d'être aussi d'une certaine manière en recherche de cette personne qui pourra te conseiller sur des domaines pour lesquels tu as envie d'obtenir des résultats. Je ne vais pas parler de la finance et de ce que je peux faire sur Internet, ce n'est même pas le propos de cette vidéo. Je vais parler du sport. J'y pensais la dernière fois parce que ces derniers temps, j'ai repris le sport. Et je me disais, c'est vrai quand même que quand je m'entraînais avec un entraîneur, j'avais déjà de meilleurs entraînements parce qu'il y avait quelqu'un qui s'occupait de moi pour me dire tu fais ça aujourd'hui, etc. Deuxièmement, je voyais la différence en fonction des entraîneurs. J'avais de meilleurs résultats en fonction de l'entraîneur que j'avais en face de moi et de l'engagement mutuel qu'on pouvait donner dans nos entraînements, etc. Et troisièmement, la cohésion de groupe. On va se dire la vérité, j'y pense aussi beaucoup. Quand tu es dans un groupe, que tout le monde se bouge, tu veux faire partie du groupe. Sinon, tu n'es pas là, tu vois. Et donc, en gros, ça te motive, ça te donne envie d'avancer, ça fait le job, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les moments où tu as cette baisse de motivation et qui te fait te dire j'y vais pas aujourd'hui parce que ceci, parce que cela, tu l'as pas, quoi. Voilà, tout simplement. Donc c'est vrai que c'est quand même intéressant de voir que finalement d'avoir des personnes qui nous entourent dans le processus et surtout dans la direction, qui nous entourent dans le processus pour obtenir le résultat que l'on souhaite dans le domaine que l'on souhaite. Ça, c'est vraiment un énorme atout et c'est fou qu'aujourd'hui encore, il y ait plein de personnes, dont je fais partie, qui ont du mal à franchir le pas par manque de confiance dans les interlocuteurs que l'on a en face de soi. Donc vraiment, si je peux te donner déjà un conseil, trouve une personne qui t'inspire suffisamment confiance pour travailler avec elle, peu importe le sujet, même dans le sport, afin d'aller chercher les résultats que tu convoites. C'est le moyen le plus rapide d'atteindre ce résultat. Numéro 1. Concentrez-vous sur la résolution des problèmes. Bill Gates. En 2014, Gates a déclaré à Rolling Stone dans une interview « Vous savez, le développement est parfois considéré comme un projet dans lequel vous donnez des choses aux gens et rien ne se passe, ce qui est parfaitement valable par si vous vous concentrez juste sur cela, alors vous devez aussi dire que le capital risque est assez stupide à son taux de succès est pathétique. Mais de temps en temps, vous obtenez des succès, vous trouverez un Google ou autre. Il n'est donc pas surprenant que Geeks soit arrivé là où il est en se concentrant davantage sur le développement et l'innovation, et moins sur l'aspect commercial des choses. Si vous vous concentrez sur l'amélioration et le perfectionnement des choses, vous finissez par être riche, vous ne vous plaignez pas des problèmes, vous vous occupez de trouver comment les résoudre, et vous créez une richesse massive pour vous-même. Bon, on va être honnête, la traduction est un peu fébrile sur certains passages. En gros, l'idée ici, c'est effectivement de te concentrer sur les solutions
plutôt que sur les problèmes. Mais il y a un élément quand même que je veux te mettre en avant, et pour avoir récemment d'ailleurs fait une très courte vidéo sur la notion d'indépendant et de salarié. Quand tu es à ton compte, quand tu es entrepreneur, quand tu es investisseur, il ne faut pas se mentir, tu vas manger du problème tous les jours. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas du tout, mais alors du tout, envie d'avoir ce genre de vie-là. Et ça, c'est quelque chose qui est assez paradoxal, je trouve, parce que ce sont ces mêmes personnes qui veulent par contre la richesse. Mais ça me fait penser, tu sais, à ce type de déclaration où finalement, tu veux le résultat sans avoir les contraintes, où tu as envie d'obtenir, ou tu convoites même, telle fortune, tel montant de revenus, mais sans pour autant accepter de supporter le poids de ce qui va avec la contrainte, parce qu'il y a, en gros c'est ça, je vais le dire encore autrement, c'est-à-dire que pour avoir certains résultats, il faut que tu acceptes d'avoir les contraintes qui vont avec. Et malheureusement, c'est pas réellement toujours dissociable. Je pense qu'il arrive des situations où tu peux avoir beaucoup d'avantages et peu d'inconvénients, mais personnellement, j'ai quand même une tendance à croire que cette situation se produit quand la personne, elle s'est musclée, elle est devenue finalement hermétique à tout un tas de problèmes. Moi aujourd'hui, il y a plein de problèmes que je rencontre et que finalement je résolve et qui en fait ne sont pas de très gros problèmes là où d'autres seraient effondrés. Et paradoxalement, il m'arrive d'avoir des problèmes qui me percutent, qui me maltraitent, qui me malmènent, qui me challenge. Et du coup, en fait, ça va être des mauvais moments à passer jusqu'à ce que j'ai trouvé la solution. Puis quand j'ai trouvé la solution, c'est reparti sur les rails comme en 40. Et en définitive, c'est ce que tu dois retenir. C'est vrai qu'il faut te concentrer sur les solutions. Des problèmes, tu en auras toujours. Moi, j'aime à dire qu'en fait, on a les problèmes justement en fonction des choix qu'on fait. Et toutes les personnes qui disent « Oui, mais moi, l'argent, tu comprends, je m'en fous. L'argent, ça ne fait pas le bonheur. L'argent ceci, l'argent cela. » Après, ils finissent par avoir des problèmes d'argent et du coup, ils ont les résultats qu'ils ont choisi d'avoir en fait. Puisque l'argent ne fait pas le bonheur, ils ont des problèmes d'argent. Du coup, ils n'ont pas de problème. Puisque pour eux, ce n'est pas un problème. Mais après, là où ça devient, je trouve, un petit peu paradoxal et surtout malsain, c'est que ce sont ces mêmes personnes qui critiquent les gens qui en ont en fait. Et en fait, il y a une forme d'hypocrisie derrière tout ça, mais je peux arriver aussi à le comprendre. C'est-à-dire que tu peux ne pas vouloir les problèmes qui vont avec les gros revenus, mais en même temps, je peux arriver aussi à comprendre que ce soit difficile, de reconnaître que finalement, on se fiche d'avoir des gros revenus. Parce qu'en vrai, l'argent aujourd'hui, ça te permet de payer plein de choses. Donc, on peut se dire que l'argent, c'est pas important. Et c'est vrai d'une certaine manière. Mais d'une autre façon, on ne peut pas non plus nier qu'en fait, on peut s'offrir quand même un confort qui n'est pas négligeable dans le quotidien. Et négliger du coup la difficulté que représente le quotidien, c'est aussi quelque part un peu ignorer la réalité dans laquelle on vit. Donc, je ne sais pas comment dire. Voilà, c'est un peu difficile pour moi. Je pense qu'il y a un peu des deux dans cette notion financière. Voilà. Bon, après, c'est à toi de voir. En tout cas, je suis d'accord avec lui. Il faut te concentrer sur les solutions. À cela, j'ajouterai simplement, si tu veux avoir de gros revenus, tu acceptes d'avoir de gros problèmes. Ça va de pair, malheureusement. Deuxièmement, pensez à long terme. Warren Buffett, le milliardaire autodidacte, croit en l'utilisation de stratégies d'investissement à long terme. En fait, Buffett a accumulé la majeure partie de son impressionnante richesse après avoir atteint l'âge de 50 ans et continue à faire des investissements intelligents jusqu'à ce jour, en réalisant ce que Forbes a appelé sa plus grande transaction en août 2015. Buffett a dit un jour que pour réussir à investir, il faut du temps, de la discipline et de la patience. Peu importe l'importance du talent ou de l'effort. Certaines choses prennent du temps. Vous ne pouvez pas produire un bébé en un mois en mettant 9 femmes enceintes. Ne soyez pas pressé de devenir riche. Rien n'arrive du jour au lendemain, restez concentré et déterminé. Pensez à long terme et continuez à construire. J'adore l'image. Ça sert à rien de mettre 9 femmes enceintes, tu n'auras pas un bébé en un mois. C'est tellement vrai. Le truc, c'est que ce qui est sur cette partie-là, ce que dit Warren Buffett, ce que nous enseigne la méthode Warren Buffett, c'est globalement qu'il faut construire sur du long terme, penser long terme, etc. Il ne faut pas qu'on se mente, hein, c'est très compliqué. Tu as envie d'avoir de l'argent rapidement. Il y a une majorité de gens, dont j'ai fait partie, qui n'avaient pas d'argent au départ. Il y a un paradoxe parce qu'il faut une certaine amplitude temporelle pour obtenir un certain résultat serein.
Parce qu'il y a plusieurs manières de gagner de l'argent et ça, on ne te le dit jamais assez. Il y a les gens qui gagnent beaucoup d'argent d'un coup, mais c'est de l'argent qui est assez fébrile, assez fragile parce qu'il a été gagné de cette manière-là, relativement rapide. Et puis, il y a les constructeurs d'empires sur du très long terme, comme Warren Buffett, qui sont quasiment à la tête de fortunes inébranlables parce que la structure même de la fortune, telle qu'elle a été faite, fait que ni les crises, ni rien du tout ne peut venir ébranler ce qui a été construit. Mais la difficulté, c'est le temps long d'un côté face à la rapidité, à l'éclair, à la vitesse à laquelle l'argent est généré de l'autre. Et les humains veulent des résultats rapides, sont attirés par la rapidité, préfèrent la rapidité. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a autant de pubs, autant de personnes qui jouent de cet argument-là, parce que c'est l'argument qui fait vendre, c'est l'argument qui attire, c'est l'argument auquel on a envie de se raccrocher et que je comprends très bien. D'autant que le temps long est dur à apprécier car les marges et l'argent dégagé, lui aussi est plus long et plus appréciable. Mais crois-moi, pour moi-même avoir construit plutôt une structure financière et de fortune équivalente à celle de Warren Buffett, pas du tout en matière de montant, on parle d'un multimilliardaire, moi j'ai quelques millions, très modestement. La réalité derrière tout ça, et d'ailleurs tu vois, regarde, ça fait vraiment, là presque on dirait que je suis pauvre, tu vois, quand tu compares à un milliardaire, même si, imaginons que j'ai 50 millions, même quand tu as 50 millions face à un multimilliardaire comme Buffett, tu n'es rien du tout. Et bref, ce que j'essaye de te dire, ce qui est important dans tout ça, ce n'est pas la taille de la fortune encore une fois. Et ça, et je veux que tu l'entendes, c'est réellement la structuration de la fortune. Et ça veut dire quoi? J'en parle dans mon nouveau livre, Survivre à une crise financière. Tu tapes crise financière sur Amazon avec ou sans accent, il apparaît en première page. Ça veut dire qu'en fait, tu construis un patrimoine qui d'abord résiste aux crises. Ça, c'est vraiment... je ne sais pas si ça se dit, mais crise financière-proof, tu vois. Je ne sais pas si ça existe, crise-proof, je sais pas. Bon, bref, tu vois ce que je veux dire, qui est capable de résister aux crises, mais qui est aussi difficilement ébranlable au travers de ton mode de rémunération, au travers de la structuration qu'il a pu être faite. Moi, c'est de l'immobilier locatif. Il y en a une partie qui est payée. Donc, tu comprends très bien que quand tu as des loyers sans crédit en face, c'est assez simple de se dire que déjà tu peux en vivre. Et puis surtout que, sauf si tu es un idiot, sauf si tu dépenses plus d'argent que ce que tu gagnes, mais si tu sais construire ce type de fortune, si tu sais gérer ton argent, si tu arrives à équilibrer tes finances par rapport à ce que tu gagnes, etc., normalement, je dis bien normalement, il ne devrait rien t'arriver. Et c'est de ça dont parle Warren Buffett. Après, comme ils viennent le dire, le problème c'est que en général, pour faire un bébé, il faut 9 mois. C'est à peu près le temps qu'il faut pour faire un bébé. Et c'est pas parce que tu vas mettre enceinte 9 femmes que tu auras un bébé en 1 mois. Voilà, il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas de raccourci. Et pour se construire des crises financières, c'est-à-dire des fortunes qui soient solides, malheureusement, il faut prendre le temps de la construire. Et c'est sans doute, à mon avis, ce qui est le plus difficile pour la plupart d'entre nous, sauf pour ceux qui l'ont déjà fait. Numéro 3. Soyez un missionnaire pour rester motivé. Jeff Bezos, dans une interview accordée en 2010 à Fortune Bezos, a révélé qu'il considérait les affaires comme une mission. Je crois fermement que les missionnaires fabriquent de meilleurs produits. Il a dit qu'il se soucie davantage. Pour un missionnaire, il ne s'agit pas seulement de l'entreprise. Il doit y avoir un business et le business doit avoir un sens. Mais ce n'est pas la raison pour laquelle vous le faites. Vous le faites parce que vous avez quelque chose de significatif qui vous motive. Jeff Bezos, fondateur et PDG d'Amazon. Est un milliardaire autodidacte qui est récemment devenu l'homme le plus riche du monde en étant lui-même missionnaire. Lorsque vous créez une entreprise, vous devez voir plus loin que l'entreprise elle-même. Vous devez avoir une mission qui est plus importante pour vous que l'argent ou la mission de sauver le monde. La permission de changer le statu quo ou la mission qui est plus grande que vous. Ça, c'est une notion que je développe depuis très longtemps. Il faut qu'on soit totalement honnête l'un envers l'autre. Ce n'est pas quelque chose que tu peux mettre en place déjà quand tu es entrepreneur débutant, peu importe ton âge. Deuxièmement, ce n'est pas possible non plus de le mettre en place si tu te trouves dans des situations où la société ne produit pas suffisamment de revenus pour te faire vivre. La vérité, c'est qu'avant même d'être missionnaire, comme il le sous-entend, il y a quand même une dimension, on va dire, égoïste qu'il faut prendre en compte, à savoir couvrir ses frais, à savoir assurer ses arrières, à savoir protéger sa famille, à savoir faire le strict minimum, la partie, je dirais, minimum vitale, celle qui garantit la sérénité de la vie. Après,
pour quand même aller dans le sens de ce qui est dit, parce que je ne vais pas lutter contre un milliardaire, il a forcément raison. Je suis d'accord sur un point, c'est que dans les sociétés, il devrait y avoir un poste de visionnaire, quelqu'un qui voit loin devant, qui a la visibilité, qui regarde où on se dirige en fait. Et il y a trop peu de personnes dans leur entreprise qui prennent ce rôle-là. Les gens avancent à vue, ils avancent de facturation en facturation, de découvert en découvert. Et c'est très compliqué de réellement gérer une entreprise quand ton énergie passe dans finalement l'ensemble des problèmes du quotidien qui ne font pas la gestion générale de la boîte. Et ça, c'est un truc, je peux t'en parler, mais en vrai, il y a pas mal de choses à mettre en place pour arriver à ce résultat-là. D'ailleurs, je vais ouvrir et fermer une parenthèse. À mon sens, le point d'avant implique le point d'après. C'est-à-dire que le point numéro 2 qu'on vient de voir, c'est d'investir et de penser long terme. Ben, c'est parce que tu as investi que tu vas moins dépendre financièrement de ta boîte. Parce que tu vas moins dépendre financièrement de ta boîte, tu vas pouvoir soit être missionnaire dans ta boîte, soit être visionnaire, soit être moins stressé, soit avoir plus un poste de dirigeant. Bref, ta relation à l'argent, tes besoins à l'argent par rapport à tes besoins à ton entreprise vont aussi conditionner l'argent que tu peux réinvestir, la gestion de ta société. Enfin bref, plein d'éléments qui vont amener à ce que justement tu puisses prendre les bonnes décisions, tu puisses avoir ce regard qui porte loin, tu puisses prendre cette distance avec ta société et prendre les bonnes décisions. Et donc ça, c'est corrélé à aussi ton rapport à l'entreprise. Donc c'est vrai que ce qu'il dit est totalement la réalité, c'est un vrai besoin pour une société, mais il faut être réaliste. C'est pas tout le monde qui peut le faire, c'est pas tout le monde qui peut avoir cette position, c'est pas tout le monde qui peut se permettre de se détacher ou en tout cas de ne pas mettre une pression financière sur son entreprise pour lui permettre de se développer, pour donner ou transmettre cette mission à son entreprise. La difficulté dans la création d'entreprise, dans la gestion d'entreprise, c'est qu'il y a d'un côté l'argent, de l'autre côté les marges de manœuvre qui sont corrélées à l'argent que dégage la boîte. Donc tu peux aussi être à la tête d'un groupe et investir à perte dans une activité, mais soyons francs, si tu m'écoutes et que tu es un débutant, c'est juste irréaliste pour toi et c'est pas du tout destiné à toi. Donc ça, c'est un conseil qui est valable dans la mesure où tu as mis en place ce qu'il fallait pour pouvoir mettre en place ce conseil. Mais ce n'est pas un conseil que tu peux tout de suite appliquer. Par contre, la façon la plus courante de l'appliquer, mais qui est pour moi un petit peu hypocrite quand même, c'est de dire j'ai une grande mission qui est de… et blablabla, j'en sais rien, ta mission, tu vois. Mais là aussi, c'est pareil. Ta mission, elle n'a de valeur à mon sens que dans la mesure où charité bien ordonnée commence par toi-même. Venir devant moi et me dire ma mission, c'est de faire ça, j'ai besoin d'argent pour le faire, mais en fait, j'arrive pas à me payer, je galère, je m'en sors pas, la boîte, elle vend pas et du coup, elle n'a pas d'argent et du coup, c'est pour ça que je lève de l'argent. C'est un peu hypocrite, tu vois. Je pense qu'il faut il faut ordonner dans sa maison et dans sa vie et dans son entreprise les priorités. La première priorité, c'est de vendre, du coup de rentrer de l'argent. À partir de là, on peut réfléchir à comment on accomplit la mission. Maintenant, c'est pas non plus, je veux pas être, je veux pas être l'oiseau de mauvais augure. Ça n'est pas, je dirais, impossible de lancer une boîte avec une mission, mais je pense personnellement que ta première mission, malheureusement, c'est pas celle qui fait le plus rêver, mais c'est d'arriver au seuil de rentabilité pour justement ensuite pouvoir mettre en place tout ce qui te tient à cœur, mais de manière sereine, avec de vraies prises de décision. Parce que prenons cette situation et comment dirais-je, amplifions-la un petit peu. Imaginons que tu as créé une boîte, ça marchouille, tu prends une décision qui est corrélée à ta mission de vie, mais ta boîte perd de l'argent. Combien de temps tu vas la tenir, ta mission de vie? 3 mois, 6 mois, 1 an, puis après tu vas devoir plier boutique parce que tu n'as plus de thunes. C'est pas très réaliste, tu vois, malheureusement. Après, bien sûr que j'aimerais dire que c'est comme ça que ça devrait se passer, etc. Mais les entreprises sont quand même corrélées à une réalité économique et cette réalité économique prévaut sur le reste. Après, il faut aussi le préciser, il ne faut pas faire des choses qui vont à l'encontre de tes convictions, qui vont à l'encontre de tes croyances. Voilà. Soit tu veux changer une industrie, tu rentres dans l'industrie, puis tu essayes de la changer et puis il faut que économiquement ça fonctionne. Soit tu essayes, ça ne fonctionne pas et dans ces cas-là, mais malheureusement, tu seras obligé d'arrêter. C'est tout, c'est dur, mais c'est comme ça. Numéro 4. Pensez comme un hacker. Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg était en 2e année à Harvard lorsqu'il a fondé Facebook en 2004. Depuis lors, il est devenu l'une des personnes les plus riches et les plus prospères du monde. Mark Zuckerberg attribue sa réussite à sa volonté de prendre des risques et à son désir de créer quelque chose qui puisse changer le monde. En outre, il croit en une stratégie commerciale connue sous le nom de Hacker Weighted dans une lettre adressée en 2012 aux investisseurs potentiels de Facebook.
Il a écrit « Le Hacker Way est une approche de la construction qui implique l'amélioration continue et l'itération. Les hackers croient que quelque chose peut toujours être mieux et que rien n'est jamais complet. » Il y a deux choses, je ne vais pas être d'accord complètement avec la traduction qui vient d'être donnée. Il y a le hacker way d'un côté et de l'autre côté, il y a l'insatisfaction permanente. Je valide complètement, je veux que tu l'entendes. Tu veux réussir, sois un éternel insatisfait. Ça paraît dingue, tu pourrais même peut-être me dire « Attends mais Nicolas, si je suis éternellement insatisfait, bah du coup, quoi que je fasse, je serai jamais heureux, ça me convient pas, ça me plaît pas. » Ok, très bien, mais c'est pas de ça dont je parle pas de toi en fait. Même si tu vas devoir devenir insatisfait. La satisfaction au travail, c'est quelque part la volonté de toujours améliorer, faire mieux, etc., etc. Pousser pour obtenir le meilleur résultat. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir que tu développes dans ton entreprise. C'est un gage de réussite, même si ça, effectivement, va impliquer qu'à un moment donné, tu vas avoir une forme d'insatisfaction permanente. C'est comme ça. Toujours vouloir faire mieux. En tout cas, pour moi, c'est comme ça qu'on construit une entreprise qui marche. De l'autre côté, le hacker way, pour moi, je pourrais même le traduire par le pirate way, que je valide là encore totalement. C'est vraiment la voie du pirate, la voie du hacker. C'est en gros, il n'y a rien qui t'arrête. C'est en gros, c'est pas bien ce que je vais dire, mais la loi dit que c'est interdit, mais moi je juge que l'interdiction qui est posée là, c'est posé par un monopole qui veut protéger sa position monopolistique sur un marché. On défonce tout et puis on détruit le game et quand tout sera détruit, on reparlera de la loi parce que du coup la loi elle est pourrie, elle n'a pas été faite pour protéger les citoyens, elle a été faite pour arranger comment on appelle, un groupuscule, c'est pas le terme que je cherche mais c'est pas grave, un consortium. Donc si tu veux, la hacker way, la voie du pirate, c'est je respecte des règles éthiques, moi je respecte des règles éthiques, mais je respecte pas les lois humaines. Les lois des hommes ont été faites par les hommes, pas par les dieux. Je suis désolé de parler comme ça, mais c'est ce que je pense. Moi, je ne respecterai pas une loi humaine que je jugerai qui va à l'encontre de mon intégrité d'humain. Si quelqu'un n'est pas content avec ma manière de faire et qu'on estime que je transgresse la loi, eh bien on n'a qu'à me punir par rapport à ce que j'aurais fait. Mais si, comment dire, mais de toute façon c'est ma manière d'être, je ne vais pas mentir sur ce que je suis. Moi, si je considère que la loi m'interdit de faire une chose, mais que cette chose qu'on m'interdit de faire, elle est bonne pour moi, ben, je la ferai. Voilà. Parce que c'est tout, c'est moi qui décide en fait, c'est pas la loi. La loi, c'est que des êtres humains, les êtres humains, c'est que des êtres humains. Moi, j'en suis un aussi d'être humain. Donc si lui, il a décidé que c'était mauvais, que moi j'ai décidé que c'était bon, ben, c'est ma loi à moi qui prévaut sur la sienne. C'est pas bien ce que je suis en train de dire. J'ai conscience vraiment des mots que j'emploie. Mais je veux que tu l'entendes. Parce qu'en réalité, Uber a été construit comme ça. Facebook a été construit comme ça, puisqu'il était finalement en opposition avec les frères, j'ai oublié leur nom, ça n'a pas d'importance pour ce podcast, mais il y avait deux frères qui l'avaient missionné pour construire. Tu connais l'histoire, de toute façon, elle est hyper connue. Donc voilà, il y a eu un procès à la suite de tout ça. Et comme il l'a dit justement lui-même, s'ils avaient dû faire Facebook, ils auraient fait Facebook. C'est moi qui l'ai fait, c'est tout. C'est comme ça, c'est la vie. Et d'ailleurs, ça te montre qu'au final, il a quand même eu gain de cause. Il a toujours Facebook. Et pourtant, ils l'ont emmené en procès, ils avaient les éléments, etc. Ils ont eu un chèque-os. Mais voilà, c'est tout. Tu as eu ton chèque, c'est bon, maintenant casse-toi. Facebook, c'est à moi. Et ça te montre que le monde des affaires, c'est un monde impitoyable. Et d'ailleurs, je vais te dire quelque chose, mais ma manière de parler tout à l'heure, elle est à moitié vraie et à moitié fausse. Pourquoi elle est à moitié fausse? Parce que, par exemple, si je décide de faire un produit et que je considère que le produit, je veux qu'il soit, je ne sais pas moi, comme j'ai décidé qu'il soit, je le mets sur le marché, mais ce n'est pas moi qui vais décider que le produit marche en fait. C'est la loi du marché qui va faire que le produit va fonctionner ou pas. Et ça te montre qu'il y a toujours quelqu'un ou quelque chose au-dessus de nous et que ce quelqu'un ou ce quelque chose a toujours raison de nous. Je ne me considère pas et je ne me considérerai jamais comme le maillon supérieur de la chaîne alimentaire ou de je ne sais quoi. Quand je te dis que je ne respecte pas les lois humaines, je ne les respecte pas jusqu'à ce qu'elles touchent à de l'éthique. Je n'irai pas, tu vois, faire du mal à quelqu'un ou faire des choses qui nuisent à la propriété ou d'ailleurs à la, comment dirais-je, à la liberté d'autrui. Je reste dans un cadre éthique, mais quand je vois une loi, par exemple, tu vois, je vais prendre une loi qui m'exaspère en France, la loi monopolistique qui vise à protéger les concessions de vente d'eau sur les communes, je trouve que c'est une aberration totale. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Pourquoi il y a des régies des eaux qui régissent d'ailleurs toutes les eaux de la France? Pourquoi il n'y a que 3-4 sociétés qui se partagent ce monopole? C'est un scandale. C'est un scandale. Ça devrait être interdit en fait. Donc là, pour moi, c'est clairement une loi qui n'a pas lieu d'être. Tu vois, elle est idiote. Elle protège un groupuscule, un consortium de sociétés qui se partagent le gâteau, terminé, bisous, au revoir et vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est pas autrement.
Et si demain tu as envie de monter une régie des eaux qui est plus intelligente, plus propre et qui protège la nature alors qu'eux ils polluent, pourquoi tu n'aurais pas le droit? C'est pas normal. Donc tu vois, c'est là où il faut savoir mettre son curseur, comprendre ce qu'on peut faire et pas faire, mais je valide la mentalité du hacker, c'est une bonne mentalité. Numéro 5. Être agressif avec les acquisitions. Larry Ellison, valeur nette 40 milliards de dollars. Larry Ellison a commencé sa carrière en créant des bases de données pour la CIA, avant de fonder sa propre société de logiciels de base de données, Oracle, en 1977. Au fil des ans, Ellison s'est transformé de quelqu'un qui méprisait les acquisitions de croissance à quelqu'un qui les utilise aussi. Inconvénient. Le style d'acquisition ouvert d'Ellison, qui a permis à Oracle d'acquérir des entreprises prospères comme PeopleSoft et Loka. Et Sibyl lui a permis de transformer l'organisation en un géant de 187,6 milliards de dollars. En outre, Ellison a souligné l'importance de disposer de liquidités pour la prochaine grande acquisition. Dans une discussion avec un analyste de Wall Street, il a dit « Nous utilisons notre argent pour une variété de choses. Nous rachetons des actions, nous payons des dividendes, nous n'avons pas fait de grandes acquisitions depuis un certain temps. Vous savez, nous économisons en quelque sorte nos sous, nous pourrions faire quelque chose d'intéressant un de ces jours. » C'est hyper intéressant ce qu'il est en train de dire parce que j'aurais pu presque te le dire et je te le répète assez souvent, c'est ce que tu fais avec ton argent qui fait la fortune que tu possèdes. Même si tu ne possèdes pas une grosse fortune à tes débuts, dès l'instant que avec ton argent tu projettes ou tu mènes des acquisitions bien de projets immobiliers qui rapportent de l'argent ou d'actions qui rapportent des dividendes, voire même si tu spécules, bon, c'est encore un autre registre, mais tu vois ce que je veux dire. Tant que tu investis ton argent et que ton argent investi te produit des revenus, tu vas accroître ta fortune et c'est comme ça que tu vas arriver à bâtir un empire. Ce que tu dois bien intégrer, c'est que derrière cette affirmation se cache un secret qui est plus ou moins affiché que tu connais, mais aussi il faut acheter correctement. C'est à l'achat que tu prépares le gain et à aucun autre moment. C'est quand tu achètes que tu as déjà gagné de l'argent. En fait, l'acte d'achat, immédiatement après que tu as acheté, soit tu as gagné, soit tu as perdu de l'argent. Et c'est déjà presque terminé en fait. Il y a très peu de choses à faire une fois que l'achat est passé pour acter le fait que l'argent gagné soit là ou pas. C'est-à-dire que quelqu'un qui sait bien acheter des produits, de l'immobilier, des actions en bourse, qui sait les acheter au bon prix, dès qu'il a acheté, il a gagné. Et du coup, après, il laisse faire le marché ou il va ajouter des modifications, des améliorations, il va démultiplier son gain et il va encaisser de grosses plus-values ou alors il va conserver le gain et de manière latente avec les revenus récurrents, il va aller à l'assaut de nouvelles acquisitions. C'est une stratégie que tu connais, que je répète en permanence et que sans surprise, tu retrouves là dans le top 9 des comportements à avoir pour devenir milliardaire. C'est un peu ça qu'on est en train de dire, non? Numéro 6. Se concentrer sur la technologie grand public. Larry Page. Larry Page et Sergey Brin ont cofondé Google en 1998. Après avoir créé un algorithme appelé PageRank, Page l'a utilisé pour alimenter la toute première version de Google, alors connue sous le nom de Backrub. Aujourd'hui, Page est PDG d'Alphabet, la nouvelle société mère de Google cotée en bourse. Dans une interview accordée au Financial Times, Page a évoqué l'excitation et le potentiel de réussite des investissements dans l'industrie technologique actuelle. Vous pouvez créer une société Internet avec 10 personnes, et elle peut avoir des milliards d'utilisateurs, il ne faut pas beaucoup de capital, et il se fait beaucoup d'argent, vraiment beaucoup d'argent. Il est donc naturel pour tout le monde de se concentrer sur ce genre de choses. Si vous débutez dans le monde des affaires, vous ferez peut-être mieux de vous concentrer sur le modèle entreprise et consommateur que sur le modèle entreprise-entreprise. En effet, les produits de consommation ont généralement des centaines de milliers de clients potentiels, contrairement aux produits B2B qui peuvent n'avoir que quelques utilisateurs finaux. Ce conseil est à prendre d'abord avec des pincettes et il est un peu plus subtil que simplement ce qui vient d'être donné ici. Bon, premièrement, bien évidemment, le B2B, donc les entreprises à entreprises, ça présente le désavantage d'être un marché beaucoup moins grand, mais ça présente l'avantage d'être un marché où, si tu as le potentiel ou la capacité, tu peux facturer beaucoup plus cher qu'à des particuliers. Maintenant, ce que je suis en train de dire est vrai et faux à la fois, parce que quand tu es capable de te lancer sur le marché du luxe, tu peux facturer très cher aussi à des particuliers. En définitive, derrière tout ce qui vient d'être dit, le cas de Sergey Brin et Larry Page, il est un petit peu plus, je dirais,
malvenu dans cette liste. Je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, premièrement, il y a un élément qu'on ne met jamais sur la table concernant Larry Page et Sergey Brin, c'est qu'ils ont créé Google, mais eux, ils ont créé un moteur de recherche. Est-ce que vraiment, quand ils ont fait Google, ils avaient conscience qu'ils étaient en train de faire quelque chose de scalable? Est-ce que réellement, ils étaient dans cette dynamique? Ils ont, à mon avis, une part de découverte et de chance sur le fait d'avoir créé un algorithme qui continue à vivre aujourd'hui, sur lequel ils continuent à vivre aujourd'hui, qui est toujours aussi populaire, aussi central dans le web, parce qu'aujourd'hui Google a une position unique, vraiment c'est presque un cas à part dans la galaxie web à tous les niveaux. Et j'ai un peu du mal quand même avec ce genre de remarques parce que l'avantage des produits donc d'entreprise à entreprise, c'est le prix. L'inconvénient, c'est le volume. Mais à l'inverse, de manière générale, encore une fois, l'avantage des produits adressés aux particuliers, c'est effectivement le volume, mais l'inconvénient, c'est quand même le prix. Donc du coup, il n'y a pas vraiment de produit parfait. Je pense qu'au-delà de dire que tu devrais mieux faire comme ceci ou comme cela, il y a dans l'histoire de Sergey Brin et Larry Page la volonté déjà de faire quelque chose que tu aimes, parce que je pense que c'est la première chose la plus importante. Deuxièmement, penser à la scalabilité. Je dis ça parce que je pense que la scalabilité, c'est vraiment quelque chose auquel on pense, on réfléchit et on essaye d'élaborer une stratégie autour. Parce qu'à un moment donné, la scalabilité, c'est le fait donc de travailler une fois et d'encaisser plusieurs fois. Tout le monde peut le faire. Et dans le pire des cas, si tu me dis, moi Nicolas, non, c'est pas vrai, je suis dans une activité où c'est impossible, ce qui n'est pas vrai. Il n'y a aucune activité dans laquelle c'est pas possible, mais bon, bref, passons. Mais imaginons que tu ne vois pas comment faire. Au pire du pire, tu peux faire de l'immobilier. Donc tu vois bien que tout le monde peut le faire et si ce n'est pas au travers de son activité principale, tu peux le faire au travers d'une activité d'investissement en secondaire et du coup tu as quand même une activité scalable. Donc pour moi, Sergey Brin et Larry Page, c'est effectivement un bon exemple de réussite, c'est un bon exemple à étudier et à voir comment ils ont procédé. Par contre, il y a une part de chance et d'accident que je ne négligerai pas là-dedans et il y a aussi le fait que je n'ai pas la même analyse que celle qui est donnée ici. Je ne suis pas certain que ce soit une question de B2B ou B2C. Je pense vraiment que c'est plus une question de stratégie, de produit et puis dans le pire des cas, tu as le luxe où là tu peux allier les deux, c'est-à-dire produits de grande consommation et produits très chers. Apple par exemple. Bon, bref, je dis ça, je dis rien. Patrick, Magnéto. Numéro 7. Ne jamais cesser d'apprendre, Michael Bloomberg. Au cours d'un épisode de 2013 de son émission de radio hebdomadaire, Michael Bloomberg a déclaré « Je n'ai jamais rencontré un lauréat du prix Nobel qui ne pensait pas qu'il avait encore beaucoup à apprendre et qui n'étudiait pas tous les jours. » Alors, quand un parent demande « Combien mon enfant doit-il apprendre avant de pouvoir arrêter d'étudier ?» Je ne sais pas comment vous le dire, madame ou monsieur. Il n'y a pas de réponse à cela. Selon Bloomberg, la clé du succès est de continuer à apprendre de nouvelles choses chaque jour. Presque tous les millionnaires vous le diront. Pourquoi l'apprentissage quotidien est-il important ? L'apprentissage quotidien est très important pour la création de richesses. Car vous ne pouvez être plus riche que la plupart des gens dans le monde que si vous savez ce que la plupart des gens dans le monde n'ont pas. Bon, en même temps, je produis tout ce que je produis, je fais tout pour diffuser de la connaissance, tu sais ce que j'en pense. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Le problème du rapport à la connaissance, et il est très audible aujourd'hui, je n'ai pas de problème à ça, c'est qu'en fait, tout le monde sait aussi qu'aujourd'hui, ça rapporte de l'argent de vendre des formations, ça rapporte de l'argent de vendre des livres, etc. etc. Et encore, les bouquins, moi qui en écris, je peux quand même en toucher un mot. C'est pas aussi simple que ça. Écrire un livre, je pense que tout le monde peut faire. Vendre un livre, c'est encore une autre affaire. C'est pas aussi simple que ce que ça en a l'air. Et c'est beaucoup de travail. Même écrire un livre en fait. Et en écrire 2, c'est du travail. 3, c'est encore plus de travail. 4, c'est encore, plus tu écris, plus c'est de boulot. C'est du boulot en fait, tout est du travail. Je pense que l'économie de la connaissance, voilà, elle crée une distorsion parce qu'on voit bien, et c'est audible, qu'il y a des gens qui vivent de ça et qui gagnent leur vie avec ça. Ça dérange les gens qui écoutent ces personnes-là. Mais au demeurant, ils ont quand même raison. Moi, je le répète tout le temps, la courbe de tes connaissances est égale à la courbe de ton salaire ou de tes revenus. Donc, si tu arrêtes d'apprendre ou si tu stagnes sur l'apprentissage, tes revenus vont stagner. Si tu apprends, si tu découvres des nouvelles choses, si tu fais des nouvelles choses en concordance avec tes connaissances, eh bien, il va se passer des nouvelles choses sur tes revenus. D'ailleurs, une petite parenthèse que je vais ouvrir et fermer ici. En fait, il faut comprendre que dans la logique de l'apprentissage, tu apprends quelque chose, puis ensuite, une fois que tu l'as appris, normalement, tu vas le tester. Une fois que tu l'auras testé, si ça a marché, tu vas le reproduire. Du coup, tu vas te lancer dans une activité et du coup, forcément, tu vas gagner de l'argent. Et
Si tu prends par exemple ma formation, la vocation de ma formation, c'est de te faire acheter de l'immobilier. Si tu prends quelqu'un qui ne sait pas du tout comment commencer, qui ne connaît pas la gestion immobilière, le choix des biens qu'il faut faire, etc. Il prend un livre ou une de mes formations, il apprend à définir une stratégie, il met en place la stratégie, il achète le bien, forcément qu'il gagnera de l'argent. Après, ce n'est pas une science exacte. C'est ça aussi la difficulté, c'est qu'à un moment donné, dans l'action, il va t'arriver des choses, des bonnes choses, des mauvaises choses. Ta gestion, c'est l'apprentissage qui va t'amener à de nouveaux résultats. Après, j'ai complètement conscience de la situation. C'est une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps dans une voiture avec un client et qui me connaît depuis des années et des années. Et je lui disais, regarde, tu me connais depuis je ne sais pas combien d'années. Ce n'est pas pour autant que tu as jamais essayé une seule fois de faire ce que j'ai fait. Là, récemment, tu t'y es mis. Moi, j'ai ma petite idée du pourquoi il s'est lancé dans l'investissement, mais ce n'est pas le sujet de cette émission. Par contre, ce qui était intéressant, c'est qu'il l'a reconnu. Il m'a dit, mais je vais te dire la vérité, Nicolas, ça fait 15 ans que je te vois faire ça. Ça fait 15 ans que je ne te crois pas. Et j'ai dit, bah oui, je sais. J'ai dit, je le crois bien que tu ne me crois pas. Parce qu'en fait, même en le voyant, tu t'es pas dit que c'était possible une seule seconde. Sauf qu'aujourd'hui, comme ça prend de plus en plus d'ampleur et que tu vois, parce que tu vois quand même que mon confort de vie a drastiquement changé, tu te dis, oui, à un moment donné, ça vient forcément de quelque part. Et vu que tout le reste a commencé bien après cette partie qui est l'investissement, il comprend naturellement que ça vient de là. Donc après, moi je ne cherche pas à prouver au travers de tout ce que je suis en train de te dire. Je suis juste en train d'étayer le fait que je comprenne qu'on ait des doutes sur la connaissance. Et ça va plus loin que ça, c'est que même quand je te la transmets, moi la manière la plus simple que j'ai de transmettre ma connaissance, c'est mes bouquins. C'est ce qui coûte le moins cher, c'est ce qui te fait prendre le moins de risques. Et paradoxalement, c'est ce qui va te faire le moins passer à l'action. Mais ça, c'est encore un autre problème. Mais encore que, franchement, mes bouquins, je sais qu'ils ont aidé des gens. Mais bref, tu lis un de mes livres et tu vas voir qu'à un moment donné, tu vas acquérir des connaissances. Et en ayant ces nouvelles connaissances, c'est pas pour autant que tu vas passer à l'action parce que derrière, il peut y avoir encore besoin d'autres déclics pour mettre en application. Et c'est vrai que la connaissance sans action, ça n'amène à rien. Mais l'action sans connaissance, ça n'amène rien de bon. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle le prix de l'ignorance. Mais normalement, si tu me suis, tout ça, tu le sais déjà. Numéro 8. Apprendre de l'échec. Carlos Slim élu. Dans un discours prononcé en 2010 à l'Université américaine de Beyrouth, Carlos Slim a donné un précieux conseil à son auditoire. Lorsque nous faisons face à nos problèmes, ils disparaissent. Apprenez donc de l'échec et laissez le succès être la motivation silencieuse. Lorsque la plupart des gens échouent, ils cessent d'essayer. Pour être riche et réussir, vous devez être capable d'essayer encore et encore, malgré plusieurs échecs. Les échecs peuvent vous rendre plus intelligent si vous en tirez des leçons et si vous réessayez. Bon, je vais être honnête avec toi, j'ai un avantage concurrentiel là-dessus. La vie m'a fait un cadeau. Alors moi, je considère que c'est un cadeau, mais tout le monde ne le considérera pas forcément. Eh bien, en fait, figure-toi qu'en ce qui me concerne, je n'ai jamais rien réussi du premier coup. Ça veut dire que dans ma vie, à chaque fois que j'ai voulu quelque chose, la première fois que je le faisais, je ne l'obtenais pas. La deuxième fois que je le faisais, je ne l'obtenais pas. Et généralement, je commence à obtenir les choses au bout de 3 fois. Ça veut dire que très rapidement, j'ai dû m'adapter à cette situation. C'est-à-dire que j'ai dû accepter que je n'obtenais jamais rien du premier coup. Voilà. C'est comme ça a toujours été. Je pense que je suis quelqu'un qui a aussi un autre défaut à ça et qui explique la raison pour laquelle je fais rien du premier coup. C'est que quand on me dit de faire quelque chose, je fais jamais précisément la chose qu'on me dit de faire. Il faut toujours que j'essaye de faire autrement. C'est un défaut aussi, ça s'ajoute à l'autre. Mais du coup, ça m'apprend la pugnacité et ça m'apprend aussi, tu vois, le fait d'être cohérent et de m'acharner et donc, comme il dit, d'échouer et de recommencer. Et c'est vrai, il a raison. En vérité, c'est un énorme atout. Les personnes qui arrivent à recommencer inlassablement malgré les échecs qui s'enchaînent, ceux-là, ils sont garantis, alors déjà d'avoir au moins 1 million d'euros, mais d'avoir normalement plusieurs millions parce que vraiment, un des facteurs, je trouve, déterminants dans la réussite qu'on retrouve chez tout le monde qui ont réussi financièrement, en considérant que la partie financière, ce sont des gens qui n'ont pas abandonné face à l'adversité. Et ce qu'il y a de sûr aussi, c'est quand tu veux faire de grandes choses, du coup, tu vas te confronter à de nombreuses adversités à l'échelle de la grandeur de l'objectif que tu veux atteindre. Numéro 9. N'abandonnez pas votre idée. Jack Ma. Jack Ma attribue son succès au fait qu'il n'a jamais renoncé à lui-même ou à ses idées. L'une de ses citations les plus populaires est la suivante : « Si vous n'abandonnez pas, vous avez encore une chance. » Si le succès est facile à obtenir, tout le monde l'aura. La route du succès est difficile et accidentée. La plupart des gens ne peuvent tout simplement pas supporter le voyage. Vous devez être forte et têtue.
si vous voulez vraiment avoir du succès. Et ça va un peu dans le sens de ce qui a été dit avant, mais moi je vais te le dire aussi autrement parce que ça peut peut-être t'aider. En gros, quand tu veux faire quelque chose, dis-toi toujours que le non, tu l'as déjà. En vérité, c'est une autre manière de voir la vie que moi j'aime assez. Quand tu veux faire des choses, tu te dis, bah tiens, je pourrais peut-être faire ceci ou peut-être faire cela. Le non, tu l'as déjà. Et donc, si tu prends le risque d'essayer, tu prends juste le risque d'avoir un oui. Et après, bon, c'est vrai qu'il y a pour moi deux grandes compétences qui garantissent un petit peu d'arriver à des très hauts niveaux financiers. La première compétence, c'est le marketing et la deuxième compétence, c'est la négociation. Ce sont des compétences très proches mais qui néanmoins ne demandent pas les mêmes caractéristiques et non plus la même façon de procéder au quotidien. Si tu peux étudier le marketing et que tu apprennes à te vendre, tu auras toujours de l'argent. Et si tu sais négocier, tu n'arriveras pas à gagner de l'argent sur tes comptes, mais tu vas gagner de l'argent au moment le plus important dans toute ta vie. De manière générale, c'est à l'achat. Et si tu es capable de gagner de l'argent à l'achat sur tout ce que tu achètes, ben, tu as de la... Comment je vais dire? Oui, tu as de la marge, tu as de la plus-value latente dans chacun des produits, que dans chacun des biens que tu possèdes. Et du coup, bah, tu es riche, non pas d'argent, mais riche de tes possessions. Et dès que tu vends, bah, tu récupères ton capital. Bref, acquiert ces deux compétences. Comme il dit, n'abandonne pas et pars du principe que tu as déjà le non et que tu joues pour essayer d'avoir un oui. Et tu verras qu'à l'arrivée, tu es sûr d'avoir de l'argent. Par contre, je veux quand même le préciser, c'est un long processus. Et non seulement c'est un long processus, mais en plus, c'est un processus qui va t'user et qui va te mettre au défi, qui va tout faire pour que tu t'arrêtes. Donc le jeu auquel tu joues, c'est de ne jamais abandonner, même quand tu as très envie d'abandonner. Et c'est très compliqué parce qu'il y a tout le temps quelque chose, il y a tout le temps des problèmes. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Alors moi j'ai envie de dire presque heureusement parce que comme il le dit, sinon tout le monde l'aurait facilement et dans ces cas-là, ça n'intéresserait personne. Mais il faut quand même le savoir, il y a beaucoup de gens, je pense, qui abandonnent trop tôt et qui passent à côté de leur potentiel. Après, il y a des circonstances de vie, je le comprends très bien. La morale de ce podcast un petit peu original, c'est que finalement, il n'y a pas une compétence qui va faire la différence pour obtenir les grands résultats que tu convoites. C'est un ensemble de compétences. Ne fais pas l'erreur de chercher à toutes les obtenir d'un coup. Au contraire, vis ta vie. Suis un trajet qui te plaît, suis une destinée, fais des choses que tu as envie de faire et malgré tout, essaye d'avoir conscience des caractéristiques que j'ai évoquées ici. Et quand il y a les premières difficultés, ben, lâche pas l'affaire. Réitère plusieurs fois la tentative jusqu'à ce que tu obtiennes ce que tu veux, même si ça dure des fois très longtemps. Il n'y a que ceux qui n'abandonnent pas qui ne perdent jamais. Donc c'est vraiment important de l'entendre. Et puis après, bon, ben, c'est vrai, je vais quand même le dire, la finalité, ce n'est pas l'argent, c'est de prendre du plaisir dans le processus. Parce que c'est le processus qui te permet de te forger. Comme tu aimes ce que tu fais, ben, ça ne te dérange pas d'apprendre et du coup de devenir à l'aise dans une situation où d'autres ne le seraient pas. Et du coup, ben, en étant là où il y a peu de gens, ben, tu captes plus de valeur. Et comme tu captes plus de valeur, ben, du coup, mécaniquement, tu finis par avoir plus d'argent. Donc du coup, voilà, c'était une petite émission sympathique avant que je revienne. Tu vas sur ton application préférée, tu me laisses des étoiles et un commentaire parce que c'est ce qui m'aide le mieux, ou alors tu prends le téléphone d'un ami et tu l'abonnes sauvagement. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com si tu veux qu'on travaille ensemble. Dans l'onglet formation, il y a mes formations. Dans les livres, il y a mes livres. Au niveau des coachings, tu cliques et tu prends 1 heure de coaching avec moi. Tu en as pour 8 mois de travail parce que l'immobilier, c'est très long. Donc forcément, en 1 heure, moi, je te donne un plan pour 8 mois. Enfin bon, on va bosser quand même. Hein. Mais bon, voilà. Et puis sinon, ben, merci d'être toujours présent. Et puis je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut!